Ok. Le développement de votre entreprise requiert généralement de combiner business strategy et corporate strategy. En effet, la corporate strategy redessine les contours de votre portefeuille d'activités et sa complémentarité, tandis que la business strategy travaille, elle, sur la compétitivité et la position concurrentielle de chacune de vos activités. Nous allons donc aborder ici les grands types de stratégies relevant de la corporate strategy. Alors, elles sont de deux ordres, offensive ou défensive, selon la situation initiale évidemment de l'entreprise, ses capacités et sa vision. Nous allons donc traiter ici 4 types de stratégies. Le recentrage, la diversification concentrique, la diversification conglomérale et l'intégration verticale. Bon courage! Pour tirer des résultats concrets de cette réflexion, cherchons à déterminer pour chaque stratégie son objectif, les indices incitant à penser qu'elle peut être pertinente dans votre situation, la démarche, les moyens, les ressources et les actions à mettre en œuvre pour la réaliser. Et enfin, des exemples d'entreprises ayant mis en œuvre ces stratégies. Commençons par la stratégie de recentrage. Eh bien, son objectif est de se recentrer, comme son nom l'indique, sur un cœur de métier. Y établir un avantage concurrentiel, une compétitivité forte et rétablir ainsi une rentabilité pérenne permettant d'envisager la continuation de l'activité et son développement futur. Dans quelles conditions recourir à une stratégie de recentrage? Eh bien, force est de constater qu'elle se déclenche souvent par défaut, face à l'incapacité à mener une stratégie offensive, faute de ressources ou à cause d'un trop grand éparpillement des activités de la société, la rendant à la fois illisible et difficile à piloter. Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes pour réussir un recentrage. Cette stratégie repose aussi sur l'identification d'une niche modérément ou faiblement concurrentielle ou avec des niveaux de marge structurellement avantageux vers laquelle se recentrer. Des savoir-faire, une marque, un outil industriel, bref, des atouts permettant d'être compétitif sur cette niche. Couché, Léonie. Par ailleurs, une stratégie de recentrage est judicieuse en amont d'une recherche de financement, en dette comme en capital, car elle rend le modèle économique de l'entreprise plus lisible, plus percutant et donc plus attractif pour les investisseurs potentiels et les marchés. Alors, la grande question est comment mettre en œuvre une stratégie de recentrage? En 6 étapes. Identifier une niche à fort potentiel, accessible, vers laquelle se recentrer. Concentrer ses ressources sur cet objectif et abandonner tout autre investissement. Se séparer des activités subsidiaires qui ne donnent aucun avantage compétitif pour performer sur la niche cible. Se restructurer pour avoir seulement la taille et les compétences requises. Réduire les coûts en ciblant les coûts de structure et en préservant les opérations. Enfin, réinvestir les profits générés pour maintenir son avance de compétitivité tant que le marché est porteur, puis s'étendre ou se diversifier. Mais ne croyez pas qu'il s'agit d'une stratégie au rabais. D'immenses succès entrepreneuriaux naissent d'un recentrage et d'une spécialisation réussie. Prenons l'exemple. Un célèbre fabricant français de verres de lunettes. En 1991, le groupe compte alors de nombreuses activités dans le secteur de l'optique, mais cela génère peu de synergie et le groupe a de piètres performances. T'as de beaux yeux, tu sais. À son arrivée, le nouveau PDG met en pratique les préceptes de la gestion de portefeuille stratégique. Il élimine toutes les activités à fort besoin de financement et se recentre sur la fabrication de verres optiques. La restructuration est violente. L'entreprise se sépare en à peine 2 ans d'un tiers de son chiffre d'affaires. Plus de 1300 postes sont supprimés en France. Mais le projet de recentrage avait été ouvertement partagé à l'ensemble des employés, en amont de sa mise en œuvre. Et la stratégie était bien née. Le groupe développe un savoir-faire unique au monde dans la fabrication de verres optiques et en devient rapidement le leader mondial avec sa célèbre marque de verres premium. En 2005, l'entreprise entre au CAC 40 et en 2010, la société est le leader mondial incontesté de l'optique. La marque n'a pas dérogé à sa stratégie, restant un pur spécialiste de la fabrication de verres. Seule en torse, l'entreprise a réinvesti ses profits pour acquérir une pépite de la conception de machines clés dans la fabrication de verres, renforçant ainsi son expertise pour maintenir son avance concurrentielle. Intéressons-nous maintenant aux stratégies offensives.
le développement par la corporate strategy et commençons par les stratégies de diversification. Elles sont de deux ordres, conglomérale et concentrique. La diversification conglomérale a un objectif de réduction du risque de marché, en développant ou en acquérant de nouvelles activités sur des marchés complémentaires ou contracycliques par rapport au marché historique. À quelles conditions adopter une stratégie de diversification conglomérale? Eh bien, soit pour avoir une approche opportuniste et offensive fondée sur une capacité d'action rapide et massive, soit pour pallier une perte de vitesse de l'activité historique et amorcer une reconversion, soit encore si l'on a besoin de réduire son risque vis-à-vis d'une activité historique risquée ou à forte cyclicité. Dans tous les cas, avoir des compétences et une gestion rodée pour réussir à piloter des activités multiples et une organisation complexe. Alors comment s'y prendre? Analyser les mécanismes de son marché, identifier un marché complémentaire ou contracyclique attractif, identifier les conditions de compétitivité sur le marché cible, définissez une stratégie d'implantation et allouez-lui les moyens et les compétences requis. Une création, une acquisition, un partenariat avec un acteur établi. Définissez la structure juridique, organisationnelle et de gouvernance du nouvel ensemble. La diversification conglomérale est historiquement une stratégie très répandue, adoptée notamment par les grands capitaines d'industrie américains comme Rockefeller ou les Zaibatsu japonais, immenses conglomérats au cœur du miracle économique japonais des années 1960 à 1990. Banzai! L'autre grand type de diversification est la diversification concentrique. Elle consiste à se diversifier à un marché connexe en se fondant sur des savoir-faire communs afin de réaliser des synergies. Alors comment procéder pour y parvenir? Analysez les atouts clés de votre entreprise sur lesquels bâtir votre diversification. Identifiez un métier connexe, capitalisant sur ses atouts et qui soit source de synergie. Définissez une stratégie d'implantation et allouez-lui les moyens et les compétences requis. Une création, une acquisition, un partenariat avec un acteur établi. Mettez la recherche de synergie au cœur du pilotage. Un des exemples les plus fameux de diversification concentrique est sans doute celui de l'histoire d'Amazon, qui a enchaîné les diversifications concentriques jusqu'à devenir une des entreprises les mieux valorisées du monde. Amazon débute en 1995 comme une librairie en ligne. Elle développe rapidement une expertise des plateformes de distribution en ligne, créant des tunnels de conversion ultra optimisés, le fameux achat en un clic, gérant d'infinis catalogues de produits, une immense base de données clients générant de la donnée en masse et une dimension C2C, troublant la limite entre clients et fournisseurs et décuplant les références et les transactions. C'est sur cette première core compétence que repose le succès de sa première diversification vers la distribution en ligne de produits culturels, les DVD, les jeux, les CD, etc. Des biens physiques non périssables et ne suscitant pas une demande urgente ou compulsive. C'est ensuite l'apport du Big Data grâce à une politique d'innovation soutenue qui va révolutionner l'activité d'Amazon. De cette expertise couplée à la collecte en masse de données clients, Amazon tire une maîtrise inégalée des flux logistiques. En particulier, ces data scientists développent la cartographie prédictive de la demande, permettant d'anticiper et de localiser les besoins d'approvisionnement, poussant la gestion des stocks et des livraisons à un niveau inédit. Amazon, c'est la possibilité de se faire livrer n'importe quoi et n'importe où à un prix extrêmement compétitif en moins de 48 heures et demain, en tout cas c'est l'objectif, le jour même. C'est sa deuxième core compétence. Cette expertise dans le Big Data exige également des actifs bien spécifiques, notamment des infrastructures IT de premier plan et des compétences pointues qu'Amazon met aussi à profit pour se diversifier vers les services informatiques, comme les Amazon Web Services. Puissance de calcul, stockage et analyse de données, services applicatifs, infogérance, Internet des objets, paiement, chiffrement, messagerie, pare-feu, etc. Amazon capitalise sur ses savoir-faire pour optimiser toujours plus l'expérience utilisateur. Si Amazon sait avant que vous le saisissiez ce que vous recherchez, voire ce dont vous avez besoin ou envie, sans être capable de l'exprimer, alors Amazon peut fluidifier votre navigation, vous suggérer des produits, des contenus avec une précision inégalée. Tu crois qu'un jour je vais imprimer des trucs avant même que tu me les envoies? Je ne sais pas, Léonie.
Abreuvé de données toujours plus massives et fort de ce savoir-faire, notamment en machine learning, Amazon devient de plus en plus performant dans les interactions entre plateformes, objets connectés et intelligence humaine. Grâce à cette nouvelle core compétence, Amazon peut réussir sa diversification vers la domotique. Enceintes connectées Echo, assistants virtuels Alexa, etc. Les plateformes de contenu en ligne aussi comme Amazon Prime Video, Amazon Prime Music et demain les nouvelles formes de mobilité et les applications de l'intelligence artificielle. Chaque nouveau cercle de diversification produit des compétences profitant à l'ensemble des activités et servant de base à la diversification suivante. Enfin, la dernière stratégie offensive relevant de la corporate strategy à laquelle nous allons nous intéresser est l'intégration verticale. Ah ouais, je la connais celle-là. C'est quand tout le monde entasse les feuilles imprimées sur mon capot. En fait, ça consiste plutôt à se diversifier par descente ou remontée de la chaîne de valeur afin de sécuriser l'approvisionnement ou les débouchés tout en dégageant des synergies. Si le principe est simple, cette stratégie est toutefois risquée et n'est pertinente que dans des conditions bien spécifiques. En cas d'interaction fréquente avec un fournisseur client et faible interaction de celui-ci avec les concurrents. Si le pouvoir de négociation est défavorable par rapport à l'amont ou à l'aval. Avec des actifs spécifiques et rares en amont ou en aval. Des transactions incertaines sur le prix, la qualité, les délais avec l'amont ou l'aval. Enfin, en cas de forte interdépendance technologique et besoin de coordination pour être compétitif sur le marché. Cette stratégie exige une grande finesse dans l'analyse et la mise en œuvre. Je vous laisse mon 06 ? Ouais, je ne suis pas sûr que tu sois la personne la plus appropriée. Il faut d'abord cartographier sa chaîne de valeur et identifier les maillons cibles en fonction de la création de valeur qu'ils permettent, comme la réduction d'un risque sur la maîtrise d'un actif clé, l'atteinte d'une masse critique, source de débouchés accrus, le renforcement de la compétitivité prix par suppression d'intermédiaires, la réactivité accrue sur un marché porté par la nouveauté. Attention, à ce stade, il est essentiel de prendre en compte le risque pour la cible de perdre ses contrats avec vos concurrents qui rechercheront d'autres canaux de distribution ou d'approvisionnement. Cela aurait un impact significatif sur son activité et réduirait fortement le volume d'activité sur lequel est amortie sa structure de coûts fixes, augmentant considérablement les coûts complets unitaires de son activité. Si cet effet dépasse la diminution de prix permise par la suppression d'un intermédiaire, alors la compétitivité prix du nouvel ensemble est dégradée et non améliorée. Il faut ensuite déterminer les compétences clés nécessaires aux maillons visés et évaluer leur coût d'acquisition. Procéder à une intégration verticale, c'est supposer qu'une filière intégrée peut faire aussi bien que la composante des spécialistes de chaque maillon de la chaîne de valeur. Cela est loin d'être évident. Puis définissez une stratégie d'implantation et allouez-lui les moyens et les compétences requis. Une création, une acquisition, un partenariat avec un acteur établi, enfin, mettez la recherche de synergie au cœur du pilotage. Compte tenu de son niveau de risque, de ses conditions d'application très strictes et de sa difficile réversibilité, l'intégration verticale ne doit en aucun cas être une stratégie par opportunité. Étudions alors un exemple mettant en lumière l'importance d'une vision stratégique forte présidant au choix de cette forme de développement. Il s'agit de l'intégration verticale par le groupe LVMH des activités de distribution à partir de 1997. LVMH, c'est avant tout un portefeuille unique de maisons de luxe commercialisant des produits d'excellence artisanale, à l'identité créative marquée dans des volumes limités. Alors, la diversification vers la distribution où règne le volume et la logistique, eh bien cela n'avait rien d'évident. Il y a néanmoins une racine historique. Lors de la reprise de Boussac en 1984, Bernard Arnault cible deux activités. Christian Dior Couture et Le Bon Marché, qui devient le grand magasin de luxe de la rive gauche parisienne. Mais c'est en 1997 que les choses s'accélèrent. LVMH rachète DFS, leader mondial du travel retail, la distribution dans les aéroports, les bateaux de croisière, etc. Et Sephora, leader français de la distribution sélective de parfums et cosmétiques. Mais l'implantation est difficile pour LVMH. Dans un premier temps, de grandes marques françaises issues de groupes concurrents comme Lancôme, Armani ou Saint-Laurent pour le groupe L'Oréal ou Chanel refusent d'être distribuées par LVMH et leur retrait pèse sur les comptes de Sephora. De plus, l'internationalisation de Sephora est difficile. LVMH ne maîtrise pas encore tous les codes de la distribution.
À la fin des années 90, la distribution sélective est le seul pôle du groupe à présenter un déficit opérationnel. Le réseau Sephora est restructuré, les fermetures se multiplient, mais une zone est sanctuarisée, les États-Unis, marché qui s'inscrit dans un objectif stratégique de développement. En complément, LVMH s'attache à 2 axes stratégiques. Proposer les plus beaux produits et la meilleure expérience client au monde. Et pour cela, maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur, connaître ses clients, donc collecter de la donnée et importer les meilleures pratiques du monde entier. Proposer ensuite le plus beau portefeuille de marque et pour cela, sourcer les pépites de demain sur les marchés créateurs de tendances. Et cela paie. Sephora fait des États-Unis un laboratoire d'idées, exporte en Europe ses produits à succès et ses bonnes pratiques, et finit par devenir un pionnier sur le e-commerce. Devant ce succès et ce poids grandissant dans la distribution, les marques de cosmétiques de luxe de Chanel ou L'Oréal consentent à réintégrer les rayons de Sephora. La concurrence y est intense, de sorte que les marques du groupe LVMH ne profitent d'aucune rente interne et doivent donc persévérer dans leur stratégie d'excellence et d'innovation. LVMH, par son raisonnement de distribution, détient une connaissance des clients, des masses de données et une capacité d'innovation dans l'expérience client unique dans le monde du luxe. L'intégration verticale a rempli les objectifs stratégiques fixés pour servir l'ambition fondatrice du groupe. Ce succès, malgré les premières déconvenues, est dû à une grande rigueur sur un principe fondamental: construire une vision stratégique forte, s'y tenir malgré les aléas, n'être opportuniste et souple que dans cette limite. Vous savez désormais tout de la corporate strategy et des grandes orientations qui en découlent. Découvrez dans la suite les clés de la compétitivité par la business strategy. Oui, moi je me mets en veille là.